Salut à tous, Jérôme la Team Escape, mon acolyte Damien derrière la caméra aujourd'hui. Voilà, on est au Naturama d'Orlisheim, donc dans l'Est en Alsace. On est avec Ludo Bourdin, donc Ludo, aquascaper très connu dans le milieu, qui a fait 30e cette année au concours IAPLC. Donc on n'était pas loin avec Damien, on s'est dit voilà, on va venir voir son bac. Donc il y a eu le roadshow aujourd'hui pour Eheim. Donc on va voir son bac, il va un peu nous expliquer comment il a fait, les pierres utilisées. Et déjà on va lui demander éventuellement de se présenter et puis un peu ce que tu as déjà fait, comment ça t'est venu l'aquascaping, tout ça quoi. Voilà. Ok, bonjour, salut les copains. Bonjour aussi, merci d'être passé me voir chez Naturama. Je m'appelle Ludo, donc je suis bourguignon. Je suis pas alsacien. Ça s'entend, on m'a dit que ça s'entendait un petit peu aujourd'hui. Et ici t'es pas sur tes terres. Ouais, non, pas clair. Et donc du coup, oui, je fais de l'aquascaping depuis une petite dizaine d'années. Et puis, comme tout le monde, j'ai commencé par être aquariophile, on va dire, classique. Et puis, j'ai commencé à avoir des bacs plantés dans les débuts des années 2000. Et puis après... Au début de l'aquascaping, quoi. Ouais, dans les débuts de l'aquascaping, je suis un peu vieux déjà. Donc, voilà. Et donc du coup ensuite j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe FACT à l'époque, bien connue, avec les gars qui m'ont mis les pieds à l'étrier. Et puis ça m'a permis de commencer à faire des concours. Et puis j'ai eu la chance de faire 15e à l'IAPLC en 2015. Donc ça m'a motivé pour continuer. Ouais. Voilà. Et tu es aussi dans la team Rock'n'Roots? Alors après effectivement on a créé une team Rock'n'Roots French Aquascaping Spirit, avec les copains, les copines. Il y a aussi Damien d'ailleurs qui a intégré il n'y a pas longtemps. Damien, et puis on va dire c'est une équipe qui nous permet de se motiver entre nous, de préparer les concours et pas seulement. Partager des bacs, poser des questions. Le but c'est de se motiver, de s'émuler pour essayer de se pousser au bout le mieux possible. Super. Voilà, c'est ça l'idée parce que l'aquascaping c'est pas qu'une discipline individuelle, c'est aussi une question de passion quoi. C'est aussi une question de groupe quoi. Ouais, voilà. Sinon c'est vrai que moi sans groupe j'aurais pas continué. Ok. Voilà. Donc c'est une motivation de tout le monde quoi. Voilà, et puis après on intègre un milieu comme tu le disais, donc on commence à fréquenter des gens, même si c'est souvent plus virtuel que physique, malheureusement. Voilà, après on se rencontre. Voilà, mais effectivement parfois il y a des occasions comme ça qui nous permettent de sortir de chez soi et puis de faire des choses en public, en démonstration. Alors on va se mettre peut-être plus centré au bac, on va un peu dire des choses plus en détail sur cet aquarium, cet aquascaping. Donc en termes de rush, donc il y avait 300 kg au départ, c'est ça? Ouais. Donc, en fait le principe donc moi je suis ambassadeur Eheim, donc ça fait 2 ans maintenant que je suis sollicité par la marque Eheim pour venir faire des démonstrations dans les magasins. Donc c'est vraiment motivant comme je le disais, parce que ça permet de sortir et puis de faire autre chose et de rencontrer des gens et de discuter entre passionnés, de donner des conseils, etc. Donc comment ça se prépare? En fait en général on prépare en amont avec le magasin, donc on passe une commande de matériel. C'est toi qui dis ce que tu aimerais? Alors moi, en général, je dis ce que j'aimerais, et puis après, ça dépend du magasin, des fournisseurs, ce qui est dispo, pas dispo. Donc au niveau des plantes, du matériel, des roches, du sol technique, ça va jusqu'au sable, au gravier. Et donc ensuite, moi, je me fais pas de schéma en tête. Je vois ce qu'il y a le matin quand j'arrive. Parfois, je peux arriver la veille quand c'est pas trop loin. Donc je regarde ce qu'il y a, et puis en général c'est de l'impro. Voilà, en général c'est de l'impro. Bon là en fait comme on avait le magasin a reçu une très belle commande de roches qui était très nombreuse en quantité, avec une très bonne qualité, des tailles variées. Donc direct je me suis orienté sur un mountainscape en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là on reconnaît ta patte, si on peut dire. On peut le dire, Damien confirme. Donc là tu nous parlais d'un mountainscape, donc on peut dire majoritairement en serious stone. Oui. Pour toi, si on peut rebondir là-dessus, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil au lancement d'un bac pour les novices? Qu'est-ce que pour toi on ne doit pas couper, on doit absolument faire? Ce que je peux dire par rapport à l'aquascaping en général, ce qu'on ne fait pas en démonstration. En démonstration, on fait un bac en une journée. Chez vous, moi, je vous conseille de prendre tout le temps nécessaire et de réfléchir le plus possible à votre hardscape.
Je te coupe, par exemple, sur un bac de concours, toi, avant de planter, tu mets combien de temps avant de le lancer, en moyenne? Là, par exemple, je suis en train de préparer un bac pour 2022. Ça fait 2 mois que je suis sur le hardscape. Mais parce que je galère un peu, parce que je suis sorti un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais, comme on dit. Ah, donc là, c'est une info en premium, là. Je galère un peu parce que c'est pas forcément mon habitude, mais j'ai le temps, quoi. Donc je prends le temps et il faut faire les choses comme il faut. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est de prendre le temps de faire les choses correctement, d'y revenir dessus, etc. Et puis après, j'ai envie de dire, laisser parler sa créativité et son imagination. Je veux dire, il n'y a pas de règles. Après, est-ce que, justement, en parlant de règles, tu dis qu'il n'y a pas de règles. Est-ce que toi, tu utilises quand même des règles de base? 2 tiers, 1 tiers, voilà. Oui. Après, ça dépend du type de... Bon, moi, c'est vrai que je suis très, on va dire, diorama, comme on dit. Donc forcément, là, on est sur des bacs où on va rechercher de la profondeur, on va chercher de la perspective, on va chercher à recréer plutôt un paysage terrestre. Donc là, il y a des règles, enfin, c'est pas des règles, il y a des conseils de base à suivre. Voilà, comme on le voit là, clairement, il y a des gros éléments qui sont posés en avant-plan. Et puis, plus on va vers l'arrière du bac, plus on va rétrécir pour donner la perspective. Ça, c'est le b.a.-ba, on va dire, de ce genre de bac, quoi. Après, d'une façon générale, j'ai envie de dire qu'il faut regarder, en fait, quand on débute, il faut pas se lancer, il faut pas se lancer en se disant je vais faire ça puis ça va le faire, en fait. Ce qu'il faut, voilà, prendre des photos, refaire. Et puis regarder ce qui s'est fait depuis des années, en fait, parce qu'on a du mal maintenant à être vraiment dans la nouveauté, on reproduit toujours quelque chose qu'on a déjà vu. Du coup, moi je voulais intervenir. En fait, à l'époque, on utilisait beaucoup comme point de fuite le chemin. Maintenant, dans les concours, en fait, le chemin, il est encore présent, mais il est, on va dire, détourné, il est plus de la même manière qu'avant. Plus subtil. Voilà, plus subtil. Donc là, en fait, si tu as quand même recréé 2 types de points de fuite, là, donc on en a 2 sur ton bac. Quand voilà, moi ce que je voulais savoir, quand tu crées ton bac, tu commences à mettre 2-3 pierres, et est-ce que tu as déjà tes points de fuite? Oui, en fait, ça, c'est à peu près la seule chose que j'ai en tête avant de commencer. C'est-à-dire que je regarde là, donc je savais que j'avais une belle sélection de pierres. Je regarde les plus grosses pierres, en fait, celles qui vont faire le squelette du hardscape, voilà, l'ossature. Et c'est à partir de ça que je vais broder. Et là, en l'occurrence, il se trouve que j'avais repéré 2 ou 3 belles grosses pierres avec des sommets, en fait, qui sont adaptés aux montagnes. Donc à partir de là, il y a soit je partais sur quelque chose de central, soit tu crées plusieurs points de fuite, effectivement, comme c'est le cas en l'occurrence. Après, franchement, ça dépend du matériel, quoi, ça dépend des pierres que tu as à ta disposition. Il n'y a rien d'arrêté. Là, bon, ça peut être des chemins, ça peut être des rivières. En fait, la fonction de ces choses-là en aquascaping, c'est tout simple. C'est que ça permet de faire la liaison entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Voilà. Si tu ne fais pas de percée visuelle entre la vitre frontale et le fond de ton bac, en fait, tu vas avoir un effet mur. Donc, il faut créer des perspectives et créer des ouvertures. Et ça, le chemin, la rivière, c'est comme ça qu'on le fait le mieux, quoi. Parce que ton œil, quand tu approches sur un bac, ton œil, naturellement, il va aller là où tu as décidé qu'il aille, vers les points de fuite. Et après, seulement, tu vas disséquer le bac et voir d'autres choses. Voilà. Donc là, on a un peu fait le tour de tout ce qu'on voulait voir avec Ludo. On va s'arrêter là, et pour conclure, un petit mot pour la fin, tes projets 2022, les concours, le roadshow, un petit point là-dessus, et après on te laisse. Merci. Alors effectivement, continuer les roadshows, il y a des dates qui sont déjà prévues pour 2022. Donc, il y en aura encore dans l'Est? Pour l'instant, il n'y a pas de dates qui sont prévues en Alsace, dans l'Est, mais je serai à Mâcon le 29 janvier. Et je serai à Nevers le 5 février. Donc on va être plus bourguignon un petit peu sur le début de l'année, mais vraisemblablement on reviendra aussi dans l'Est, peut-être plutôt du côté de Nancy aussi au printemps. Voilà. Mais bon, c'est un vrai plaisir de faire ces prestations parce que, comme je disais, ça permet de rencontrer du monde, de donner des conseils, et c'est vraiment très, 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 très agréable. Et tu peux faire ta passion, mine de rien, à moindre frais, puisque là tu te fais plaisir, et puis ça. Plus on fait des bacs, de toute
toute façon, ça, c'est aussi un entraînement, faut pas se le cacher. C'est un entraînement pour les concours live par exemple, ou ce genre de choses. Même si la période actuelle ne permet pas beaucoup de le faire, mais quand on le fait, c'est quand même aussi intéressant. Et puis après, sur le reste, oui, on va dire que je repars pour une saison de concours aquascaping de 2022. Donc l'IAPLC, t'en feras d'autres encore? En général, avec un bac, je fais tous les concours autorisés IAPLC. Je sais pas si j'aurai le temps de faire un deuxième bac pour présenter à d'autres concours qui ne sont pas autorisés IAPLC. Si je peux, je le ferai. Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais là, comme on est déjà début décembre et que j'ai pas encore mis en eau, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, maintenant, juste dans la conclusion, pour rebondir un peu ce que tu disais, pour la rapidité, puisque quand tu finis ton bac, ça met du temps, faut surtout pas aussi se louper sur tout ce qui est fertilisation, parce que tu as besoin peut-être d'aller vite des fois, tu vas trop engraisser ton bac, et là, on peut avoir des risques. Alors, du coup, toi, est-ce que tu y vas fort ou tu respectes? Alors, ça dépend des circonstances. On va dire que là, par exemple, sur le bac que je suis en train de préparer pour 2022, je sais que je vais être un petit peu à la bourre, comme je disais. Comme c'est un bac qui va avoir tout type de plantes, c'est-à-dire à la fois des plantes à tiges, des plantes colorées et des mousses et des plantes gazonnantes. Alors épiphyte, c'est pas trop ma spécialité, mais je pense que je vais être obligé d'y passer. Et donc du coup, pour qu'il soit vraiment mature à la date où je souhaite, je pense qu'il va falloir balancer dès le départ. Quand je dis balancer, ça va être surtout au niveau de l'éclairage du CO2. La fertilisation en général, moi j'attends quand même plutôt que les plantes montrent des besoins avant de commencer à fertiliser. Parce qu'il y a deux écoles. Toi, par exemple, tu lances un bac, là même pour chez toi ou pour ici, t'envoies combien d'heures par jour toi directement? En général, je passe direct à 10 heures par jour, voire éventuellement plus, peut-être voire 12 heures. Donc toi, tu as une autre façon de fonctionner, parce que si on se balade, sur les groupes, c'est pas la Bible non plus, mais moi par exemple, j'ai tendance à faire 6h30, pour voir. Voilà. Non, mais en fait, il n'y a pas de technique universelle. Chacun expérimente sa technique au fur et à mesure, et moi j'en ai une qui fonctionne, j'ai pas de raison de la changer, oui, en général je suis plutôt adepte de bombarder entre guillemets dès le départ, mais ça veut dire que le corollaire, je fais de gros changements d'eau. Voilà, parce que de toute façon dans la théorie, réduire l'éclairage c'est bien parce qu'on évite les algues, mais dans la théorie c'est pas bien, parce qu'une plante pour faire la photosynthèse, de toute façon elle a besoin d'éclairage la journée beaucoup, pour après la nuit pouvoir faire la photo, donc l'un dans l'autre. C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai tendance à penser que plus vite les plantes seront matures, mieux ça combattra les algues, parce qu'elles pousseront. Donc du coup, c'est pas faux aussi. C'est une technique que j'utilise, ma foi jusqu'à présent elle a pas trop mal fonctionné, donc je continue comme ça. Et puis après c'est vrai que des gens sont surpris parfois quand je dis moi je fais des changements d'eau premier mois, voire un mois et demi, c'est 50% par semaine. Mais bon, ça beaucoup d'aquascapers fonctionnent comme ça. Voilà, mais il y en a qui font pas de changement d'eau. Après, le deuxième tort aussi que j'ai, c'est que je ne mesure jamais les paramètres. Je sais que mon eau chez moi est dure. Je sais qu'en général j'utilise des pierres. Donc toi tu prends l'eau du robinet? Je prends de l'eau du robinet, j'utilise pas d'eau osmosée. Voilà. Donc toi tu fais tout l'inverse en fait tout l'inverse. Moi c'est pas, je ne donne à personne de conseils. On est bien d'accord. Chacun. Tu dis comme toi tu fais, après chacun est libre. Voilà, c'est voilà, c'est vrai que tout le monde dit eau du robinet, c'est nul, machin et tout. Moi, jusqu'à présent, ça fonctionne chez toi. Je peux pas dire que j'ai eu d'énormes. J'ai pas les plus belles plantes du monde, pour être très clair. Mais sûrement chez toi, l'eau elle est peut-être moins nitratée, phosphatée. En tout cas, elle est dure, ça c'est sûr. Mais d'un point de vue qualité, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de nitrate. Elle est donc elle est quand même relativement bonne à ce niveau-là. Et puis après, dans le filtre, quand on a un problème de dureté, on peut aussi mettre des choses qui permettent de la faire baisser. Voilà. Puis après, le plus important, c'est de choisir sa population en fonction. C'est sûr que je vais pas faire des bacs à discus, non, c'est évident. Avec une eau dure, non. Donc voilà, donc j'ai pas de conseils, je dis simplement comment je fais. Voilà, oui, c'est ça. Oui, voilà, ça, effectivement, comme il dit Ludo, prenez pas cette vidéo pour monnaie comptant. Après, chacun, suivant ses recherches, etc., chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui fonctionne chez lui, en fait. Voilà, c'est surtout
ça. Et surtout, essayer, se casser la gueule, refaire, enfin, Ben là, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, tout à fait. Je vois beaucoup de gens qui se lancent et qui souvent se démotivent à cause des algues au démarrage, quoi. Mais faut pas désespérer pour ça. Il y a toujours des solutions. Bah oui, puis c'est des passages, quoi. Oui, Voilà. ouais. On est tous passés par là, et si on avait arrêté, ben on ne serait pas là, quoi. Ouais, après, c'est d'observer son bac, se dire tiens, on pourrait faire ça, enfin voilà, après, c'est chacun. Okay. Voilà, bah, merci à vous en tout cas, c'était bien sympa. Merci à toi Ludo, et puis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ok, merci beaucoup. Salut à tous.